BFM Business. Offrez un coach à vos économies. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour essayer de répondre à une question qui est quand même intéressante et très importante. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que vous avez besoin d'un conseiller financier? Alors François Feuillet, le PDG du groupe Trigano, a accepté de rester avec nous et d'observer, d'intervenir et peut-être de nous donner lui aussi son avis sur la question. Et je voudrais remercier Benoît Descamps, qui est rédacteur en chef de Profession CGP, d'être venu. Et Stéphane Fantus, vous êtes le président de la CNCIF. Vous pouvez nous dire ce que c'est déjà, CNCIF? Alors CNCIF, c'est la Chambre nationale des conseillers d'investissement financier, donc la Chambre nationale des CIF. D'accord. Alors j'ai une question tout de suite pour vous deux, je ne sais pas qui veut répondre. Profession CGP, CIF, c'est quoi enfin la différence? CGP, c'est conseiller en gestion de patrimoine, ouais. CIF, c'est conseiller en investissement financier. C'est quoi la différence? On dira que le CIF est un pan du métier de CGP. Le CGP a vocation à accompagner ses clients sur la globalité du patrimoine, aussi bien l'assurance, l'immobilier, la structuration juridique et fiscale de son patrimoine, et le CIF est dédié à la partie financière. Uniquement financière? Les CIF ne font pas de l'immobilier par exemple? Alors le CIF en tant que tel fait de l'immobilier, mais en tant que, je dirais, activité CIF, non, l'immobilier n'en fait pas partie. Donc le CIF, c'est l'extraction du métier de conseiller en gestion de patrimoine qui est dans la partie financière. Pour toute la partie, effectivement. Ça existe financière. depuis quand Alors le CIF a été réglementé depuis 2006. Ça vient de la loi de finances de 2003. Et à quoi ça sert? Pourquoi on a créé ce statut-là en fait? Alors on a souhaité, je dirais, réglementer cette profession-là. La profession finalement... Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gogo dans la profession? Non, parce que c'est une profession, je dirais, qui n'était pas du tout organisée. Ça c'est ce qu'on dit quand il y a beaucoup de gogo. Non, parce que c'est venu de la réglementation européenne. En fait, c'est l'Europe qui nous a pas dit. Il ne veut pas dire oui. Et en tout cas, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que aujourd'hui, il y a à peu près 3000 professionnels. Des CIF, il y en a 4000. Donc, tous les CIF ne sont pas forcément CGP. Il y a combien de CGP? Combien il y a de conseillers en gestion de patrimoine? On estime qu'il y a 2500 cabinets de conseillers en gestion de patrimoine. Combien il y en a en personnes? Vous dites quoi? 4000, 5000? C'est environ 2 à 3 cabinets en moyenne par structure, donc ça fait... 2 à 3 personnes, donc on va dire il y a 5000 conseillers en gestion de patrimoine, vous êtes d'accord? Et il y a combien de CIF aujourd'hui? Alors les CIF sont à peu près 4500. Je pense qu'en conseiller en gestion de patrimoine, on est peut-être un petit peu inférieur, puisque le conseiller en gestion de patrimoine, c'est entre guillemets un cran au-dessus, puisque c'est lui qui a l'ensemble des compétences. Ok, on a compris qu'il y a des différences, c'est assez subtil, mais il faut comprendre quand même. La question que on vous pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a besoin d'un conseiller financier? Est-ce qu'on a besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine? Est-ce qu'on a besoin d'un conseiller en investissement financier? Est-ce que ça coûte pas de l'argent pour rien? Alors, je crois qu'on a toujours besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine. Il faut vraiment à consommer sans modération, si je puis dire. Consommer sans modération, sauf que ça a un coût. Oui et non. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que à toutes les époques de la vie, les grandes étapes de la vie, je veux dire qu'on démarre dans la vie professionnelle, qu'on soit en développement parce qu'on a une carrière qui s'est bien passée, on commence à avoir un peu plus de moyens, ou qu'on soit, je veux dire, dans une phase plus avancée pour réfléchir à des éléments de transmission. À tous les moments de la vie, à partir du moment où on commence à décider de s'organiser, de structurer son patrimoine, eh bien prendre les conseils auprès d'un professionnel, je dirais que ça coûte pas cher et que ça peut rapporter gros. François Feuillet, vous avez des conseillers financiers? Non. Aucun? Non, aucun, non. Alors attendez, on rappelle quand même que vous êtes... que vous avez été professeur, vous êtes toujours professeur à HEC, vous venez d'HEC d'ailleurs. Pour qu'un professeur d'HEC dise non d'un ton aussi brutal, c'est que vous avez quelque chose contre les conseillers financiers? Non, je pense que... Vous pouvez vous exprimer, c'est le week-end. Hein, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que globalement, les conseillers financiers, ou conseillers en gestion, tout ça sont des gens qui vous apportent beaucoup, mais qui finalement sont un peu une démission par rapport à vos choix personnels et par rapport à votre vision que vous avez. Donc, on peut être conseillé par des gens qui vous donnent des idées, et là, souvent, c'est intégré dans Family Office, éventuellement dans les banques privées des grandes banques. Mais globalement, moi, je pense qu'une relation avec une personne, c'est un peu réducteur. Moi, je préfère faire des petits morceaux, en mettre un peu à droite, un peu à gauche. Donc, vous avez plusieurs conseillers ou vous n'avez pas besoin de conseillers? Vous choisissez vous-même vos produits? Je choisis moi-même mes produits, parce que vous connaissez ça. Parce que vous connaissez ça très bien. Si je fais du private equity, je vais le faire avec quelqu'un que je connais bien depuis longtemps. Si je fais de l'investissement direct, je le ferai directement aussi avec quelqu'un. Parce que vous avez déjà une... Si je fais de l'art, je le ferai avec quelqu'un d'autre. Donc,
je pense que j'essaie de trouver partout le spécialiste plutôt que d'avoir en fait. Mais vous avez le niveau pour le faire. Ce que j'ai envie de dire, c'est Benoît Descamps, à partir de quel niveau de patrimoine, de revenus, je ne sais pas comment vous définissez ça, vous conseilleriez d'avoir un conseiller financier? Est-ce qu'il y a un niveau au-dessous duquel c'est ridicule et ça sert à rien parce que ça va coûter beaucoup plus d'argent? C'est un peu un mixte des deux, c'est à la fois sur du stock et sur des flux que le conseiller financier va pouvoir bâtir une stratégie patrimoniale. Ouais. D'accord, votre réponse, je voudrais un chiffre, essayons d'être les gens qui nous écoutent, ils se disent voilà... Très concrètement, hein, je vois des clients qui ont 1 million de patrimoine aujourd'hui, je pense que je comprends bien le propos de M. Feuillet. Attendez, vous dites, c'est quoi la barre minimum de patrimoine? Aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, on leur dit, est-ce qu'on a besoin d'un conseiller financier? C'est la question qu'on pose. Vous leur dites à partir de combien on a besoin d'un conseiller financier? Quelqu'un qui veut placer aujourd'hui 20, 30, 50 000 euros doit quand même s'interroger. Si jamais il n'a pas cette expertise-là, ce que disait M. Feuillet à l'instant, c'est qu'il est vrai que quand on a une expertise et qu'on est capable soi-même et qu'on a une certaine passion, une certaine affinité, il y a des gens, c'est pas du tout leur cas. Je veux dire, ils sont plongés dans leur travail, ça les embête toutes ces problématiques-là, et ils ont envie d'avoir quelqu'un de confiance qui puisse suivre, cartographier, identifier les conseillers. Confiance qu'on reproche, hein, et je sens quand même que c'est François Feuillet, il y a peut-être ça, il veut pas le dire. Ce qu'on reproche beaucoup aux conseillers financiers, c'est quelque part, c'est souvent des vendeurs de produits. C'est-à-dire, je crois qu'il y a le terme, parce qu'on va rajouter encore un nouveau terme, c'est CGPI, conseiller en gestion de patrimoine indépendants. La question que je vous pose, est-ce qu'ils sont vraiment indépendants? Oui, je pense que les CGP qui aujourd'hui se prétendent indépendants, donc qui ne sont pas des CGP de banque, qui ne sont pas dans des réseaux, aujourd'hui ont toutes les raisons d'agir de façon complètement indépendante parce qu'ils jouent le long terme. Aujourd'hui, conseiller un client et demain essayer de faire entre guillemets un coup. Je veux dire, bon, vous le faites une fois, vous le faites deux fois, votre réputation est vite ternie et votre réseau... Mais est-ce qu'ils ne sont pas souvent collés à une marque? Alors sans être des agents généraux, hein, parce que c'est ça, hein, il y a des gens qui travaillent pour des grandes compagnies d'assurance, mais souvent quand on regarde un conseiller financier, moi par exemple parfois je vais sur internet, je m'amuse à mettre plusieurs profils sur un site et puis je tombe toujours sur le même produit. Et c'est comme par hasard toujours le même produit, de la même compagnie d'assurance ou de la même banque. Est-ce qu'il y a une vraie indépendance? Il y a une vraie indépendance, ils ont la possibilité de travailler avec plusieurs fournisseurs. On voit que par exemple en assurance vie, ils ont 5 à 6 fournisseurs. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à privilégier un ou deux fournisseurs. Ça, c'est pas un risque? Ah non, parce que regardez ce que vient de vous dire M. Feuillet. Quand il travaille dans l'art, il a trouvé un spécialiste pour, je dirais, le private equity, il a trouvé un spécialiste. Je pense que nous aussi, c'est long de sélectionner un fournisseur de produits. À partir du moment où on le trouve et qu'on sait qu'il est bon, eh bien, on ne regarde pas un peu évidemment, mais en général, une fois qu'on a 2 ou 3 bons, comme dirais-je, partenaires, c'est vrai qu'on a 2 ou 3 partenaires dans l'immobilier, dans l'assurance vie, dans les comptes titres. Ouais, donc ce que vous dites, c'est qu'ils ont sélectionné, parce que souvent on dit qu'ils ont sélectionné les partenaires, c'est pas parce qu'ils sont bons, c'est parce que c'est ceux qui les rémunèrent le mieux. Pas forcément. Regardez par exemple un exemple concret, vous prenez les fonds Carmignac. Le fonds Carmignac qui a eu un succès extraordinaire, c'est pas le fonds qui rémunère le plus. Et pourtant, Dieu sait si il a eu du succès. Donc ce qui prouve bien que les CGP... Vous en avez des fonds Carmignac, vous ou pas? Non. Vous avez des fonds? Oui, vous avez que des actions, vous avez des fonds? Bien sûr. Vous donnez d'ailleurs, c'est un peu la chose qui m'intéresserait le plus dans un conseiller financier, c'est qu'il me fasse l'audit de savoir quel est le coût réel qui m'est pris par la personne qui gère une partie du portefeuille. Vous parlez du gérant, là, du gérant du fonds. Ouais. Parce que je pense que souvent, l'investisseur, c'est pas tellement, parce que c'est assez opaque, quel est le coût global entre les coûts de gestion qu'on lui demande, ça il le voit tout de suite, mais derrière, entre les rétrocessions, les accumulations entre les fonds de fonds, etc., les accumulations de commissions, pour savoir finalement en consolider combien on a payé et donc de combien la performance est amputée par rapport à ces rémunérations. C'est pas réglementé, ça? Alors c'est tout à fait réglementé, vous avez raison de le souligner. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'AMF nous oblige à être transparent. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. L'autorité des marchés financiers. C'est notre gendarme. Exactement. Nous oblige à être transparent sur les rémunérations. Et donc effectivement, on doit dire quelles sont les rémunérations que l'on perçoit quand on perçoit des commissions sur les produits placements que l'on a pour nos clients. Donc vous dites aujourd'hui, la réponse à la question de François Feuillet, Stéphane Fantouze, la réponse on l'a. Ah oui, la réponse non seulement on l'a, mais on est tenu de la donner, et de façon même assez détaillée si le client nous le demande. Ah bah, très bien.
Donc voilà, vous avez une réponse à la question. Donc peut-être que vous allez utiliser un conseil financier. En tout cas, cela, quel que soit le véhicule. Tout à fait, quel que soit le véhicule. En tout cas, François Fayet, je voudrais vous remercier, je voudrais vous féliciter. Vous devez avoir l'habitude, mais c'est une très belle aventure. Trigano, c'est quelque chose de formidable et c'est un bon exemple. Merci beaucoup pour votre cadeau. On va le garder et puis on va le mettre sur le plateau de l'émission chaque semaine, puisqu'on accumule les cadeaux semaine après semaine et on se retrouve très prochainement pour reparler de Trigano. Vous restez avec nous, Stéphane, Benoît, et on va répondre aux questions des spectateurs et des auditeurs. Lundi. BFM Business. Offrez un coach à vos économies. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On est là pour ça, pour répondre à vos questions. Alors vous nous avez envoyé beaucoup de questions cette semaine. On vous rappelle l'adresse si vous voulez nous envoyer votre question. L'adresse c'est vostreargent@bfmbusiness.fr. C'est vostreargent@bfmbusiness.fr. Je l'adore, je le refais. Voilà donc les questions et les réponses aux questions. J'ai demandé à Stéphane Fotius de rester avec nous. Il est président CNCIF, c'est bien ça. J'ai demandé à Benoît Descamps du journal Profession CGP. Combien aujourd'hui d'abonnés? Combien? C'est par abonnement, hein, c'est ça? Par abonnement, et on tire à 8000 exemplaires. C'est combien l'abonnement? 50 € environ. Et Florentine nous a rejoint. Alors je vais commencer tout de suite avec une question. Donc vous connaissez le jeu. Le premier qui veut y répondre se jette sur la question et il l'aura. Quelles sont les conditions? Alors, première question. Peut-on investir dans de l'immobilier au sein d'un contrat d'assurance vie? Qui veut répondre? Ouais. Allez, Benoît. Donc on peut bien entendu investir au sein de l'immobilier au sein d'un contrat d'assurance vie par des parts de SCPI. Je crois que vous en avez parlé la semaine dernière. Absolument, on a fait un spécial SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, c'est la pierre papier. Donc c'est le seul moyen pour mettre de l'immobilier? Non, c'est pas le seul moyen. Vous avez aussi des parts d'OPCI, c'est en fait des véhicules hybrides entre l'immobilier physique. C'est trop compliqué. Allez, on va rester sur les SCPI, la réponse est oui. Hein. Oui. Ok. Quels sont... Alors j'ai une autre question. Que faire pour optimiser la gestion de son patrimoine dans le contexte actuel? Voilà une question qui est très compliquée, qui veut se lancer. Oui, bah écoutez... le roi des conseillers va se lancer, là, c'est une question pour vous, ça. Oui, bah écoutez, actuellement, dans le contexte actuel, il est vrai que la finance et l'économie est en panne, la fiscalité devient confiscatoire. Donc aujourd'hui, finalement, ce sur quoi on se tourne, c'est les arcanes du Code civil. Aujourd'hui, dans le Code civil, vous avez le démembrement, vous avez le PACS, vous avez les aménagements du contrat de mariage, vous avez la société civile, la liesse, qui peut être utilisée. Voilà, le Code civil... Est-ce que vous êtes en train de nous dire, globalement, c'est la déprime totale, tous les produits, il n'y a rien à faire, et donc il faut aller chercher dans les arcades du Code civil? Le Code civil est à lui tout seul une véritable niche fiscale. Donnez-nous un exemple. Ah bah oui, prenez par exemple un démembrement dans le cas d'une transmission. Une personne qui a moins de 60 ans, c'est 50% d'abattement. Ouais, d'accord, sur l'ISF. Hein. Non, sur les droits de succession. Sur les droits de succession, d'accord. Oui, mais avant 60 ans, est-ce que justement on se dépouille pas parce que 15 ans après, vos enfants, ils vous jettent par la fenêtre? Vous gardez l'usufruit. Vous gardez l'usufruit. Et puis à 70 ans, c'est encore 40%. Psychiatrique. Non, il faut faire ça. Démembrement. C'est un conseil important, oui. Bon, d'accord, écoutez, quelles sont les conditions d'accès au prêt à taux zéro? C'est vrai que ça a été très durci. Est-ce que ça marche toujours? Il y a toujours le prêt à taux zéro? Oui, le PTZ+, donc c'est son nom, il est ouvert aux primo-accédants qui souhaitent... Primo-accédants, c'est ceux qui achètent leur appartement pour la première fois. Voilà, qui souhaitent donc acheter un logement neuf, mais attention, le bénéficiaire doit respecter un plafond de revenus qui dépend aussi de la localisation géographique. Le PTZ+, il est aussi ouvert aux logements anciens, mais les conditions sont très strictes. Il faut être locataire du logement que l'on souhaite acquérir et le propriétaire doit être un bailleur social. D'accord, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'un contrat? Alors là, c'est très compliqué, en plus c'est anglais. Variable annuities, ses avantages et inconvénients. Alors là, qui veut répondre, mais rapidement, hein, parce que c'est quand même très difficile, ça. C'est un peu un mixte entre un contrat d'assurance vie et une rente viagère. D'accord. L'avantage, c'est de percevoir des revenus tout au long de sa vie jusqu'à son décès, sans aliéner son capital, sans perdre son capital. Quelle que soit sa durée de vie, il n'y a pas un moment où on vous dit c'est terminé? Jusqu'à une certaine période. Le type qui, Jeanne Calment par exemple, elle aurait été payée jusqu'à la fin ou oui. pas? Oui, elle aurait été payée jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas de limite? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite de temps. Prend le relais. En fait, ça fonctionne comme un contrat d'assurance vie au départ. Et ensuite, c'est l'assureur qui prend le relais.
Alors là, bon, la fiscalité, hein, vous n'êtes pas surpris, hein, les grosses questions. Quelle solution pour transmettre son entreprise à ses enfants sans être écrasé, c'est le terme utilisé par la fiscalité. Allez, je retourne vers vous parce que je sens que vous avez des idées. Stéphane Fantouze. Oui, ce qui me vient à l'esprit face à cette question, je pense qu'il existe plusieurs dispositifs. Il y a le pacte Dutreil, il y a le sursis d'imposition, il y a la transmission intrafamiliale, toujours le démembrement. Je ne sais pas si ça restera, mais le départ à la retraite, c'est-à-dire que cession avec départ à la retraite. Il y a les donations également. Donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas fermé. Il faut rassurer les gens qui nous écoutent. C'est pas fermé. C'est pas la fin du monde, quoi. Et je pense que le gouvernement actuel souhaite préserver ces dispositifs. Ouais, c'est pas l'impression qu'on a pour l'instant. Hein. Bon, j'ai une question rapide. Avec le retour à l'ancienne forme d'ISF, est-ce que le plafonnement à 80% de l'ISF est également de retour? La réponse est non. On a en fait un système de plafonnement un peu à 75% aujourd'hui des revenus. Hein. Je réponds tout seul. Pour aller un peu plus vite, pourquoi les contrats d'assurance vie sont généralement plus chers dans une banque auprès d'une mutuelle? Est-ce qu'ils sont plus chers d'abord dans une banque auprès d'une mutuelle? Oui. Oui, en général, ils sont Florentine. plus chers parce que les banques, en fait, elles se contentent de distribuer les contrats d'une compagnie d'assurance. Donc, en fait, elles vont se partager les frais. La banque prélèvement généralement les frais d'entrée et la compagnie d'assurance les frais de gestion. L'avantage de passer par une mutuelle, eh bien, c'est que les frais d'entrée sont faibles, voire nuls. Alors j'ai envie de retourner vers Stéphane Fantouze. Vous êtes d'accord? Il faut aller chercher tous ces contrats d'assurance vie dans une mutuelle? Il n'y a pas que les mutuelles. Je pense qu'aujourd'hui, en fonction, encore une fois, des montants, on peut challenger pas mal d'établissements qui ne sont pas les mutuelles et qui, eux, sont capables de faire des conditions extrêmement attractives. Je pense qu'on peut avoir des banques qui ont on peut avoir des banques qui sont aussi chères que qui sont aussi peu chères que des mutuelles ou pas? Non, franchement. On a en général des compagnies d'assurance en direct. D'accord, donc on va dans la compagnie d'assurance. Oui. Allez, la question du mois, de la semaine, de l'année, je pense qu'on va même y consacrer probablement une émission entière. À partir de quelle taille de patrimoine faut-il partir? L'exil fiscal, quel sujet? Stéphane? Oui, alors l'exil fiscal, si vous me posez la question, ce qu'on dit à nos clients, c'est que l'exil fiscal, avant de l'envisager, il faut bien regarder le parcours du combattant que ça suppose. Mais la question, elle est vraiment précise. Hein. Quelle taille de patrimoine? Si vous deviez dire un chiffre, les gens qui nous écoutent, vous leur dites aujourd'hui, tirez-vous à combien là? En tout cas, n'étudiez pas la question à moins de 5 millions. Mais à 5 millions, faut partir ou pas? Ah non, je ne dis pas qu'à 5 millions, il faut partir, parce que les conditions pour partir, c'est vraiment le parcours du combattant, et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on est enfermé là. Bah, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, c'est une prison, la France. C'est une belle prison, une prison dorée, mais on est enfermé. Beaucoup de gens qui viennent nous voir, une fois qu'ils ont entendu nos réponses, se disent que finalement, c'est peut-être pas la meilleure solution. Vous êtes payé par le gouvernement ou quoi? Non. Non? Vous êtes indépendant? Oui. Vous nous rassurez? Non, c'est vrai. Hein. Les avantages de la location meublée, faut-il partir du plafond des niches fiscales? Alors les niches fiscales, on rappelle, il y a donc un plafond de 10 000 € hein, pour la plupart des niches fiscales, y compris les services, les personnes à domicile, enfin tout ça, les réductions d'impôts, déductions d'impôts, d'intérêts d'emprunt. La location meublée, c'est dedans ou pas? Eh ben non, il n'entre pas en compte dans le plafond des niches fiscales car ils correspondent à une norme comptable et non à une réduction d'impôts. Ah, donc ça c'est hors plafond des niches fiscales. Vous conseillez ça, la location meublée? Ça peut être un bon placement pour un certain type de clients. Ouais. Par exemple? Les professions libérales, ouais. Donc vous conseillez aux professions libérales de faire ça? En partie, ouais. En choisissant bien leurs produits, hein, on leur dit voilà, pour ceux qui nous écoutent. Vous conseillez, Stéphane? Oui, il faut choisir ce genre de produits, mais intelligemment, et c'est vrai que ça peut constituer derrière un élément de rente pour préparer la retraite. Et j'ai envie de... Parce que vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure, et je voudrais quand même vous coincer sur ce chiffre-là. Ça, c'est pas une question de spectateur, c'est ma question. Dites-moi à partir de combien en patrimoine ou en revenu il faut avoir un conseiller financier? C'est une question simple. Est-ce qu'on peut avoir une réponse simple? Chiffre, patrimoine ou revenu? Choisissez, donnez-moi un chiffre. Je pense que réellement, je pense que c'est difficile parce que... un chiffre. Vous allez avoir des conseillers en gestion de patrimoine qui vont prendre certains petits clients, d'autres qui vont prendre des clients plus importants. Alors d'accord, c'est quoi un petit client? Je pense que le petit client, c'est le cadre de, comment dirais-je, qui démarre dans la vie, qui a 35 ans et qui a une rémunération de 4-5 000 € et qui a un début de capacité d'épargne. Donc une capacité d'épargne. Oui, nécessairement. Il n'y a pas de patrimoine forcément, mais capacité d'épargne. Moi j'aurais dit 100 000 € de stock et à peu près 40-50 000 € de revenus annuels. Ouais. Ça vous dit, à partir de là, on peut commencer à regarder un conseiller. Vous n'êtes pas très loin finalement? Oui.
Bon, je voulais vous remercier beaucoup. Stéphane Fantus, je rappelle, vous êtes président de la CNCIF. Benoît Descamps, vous êtes rédacteur en chef de profession CGP. Florentine, on ne vous présente plus. Donc, merci d'avoir répondu à ces questions. On vous demandera peut-être de revenir parce qu'on a d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'est le week-end. Youpi, profitez-en. J'espère qu'on vous a un peu détendu, même si on a parlé de sujets qui étaient quand même importants, graves, mais détendus. C'est votre argent avec